Bienvenue au petit paquet édition 24 septembre en confinement. On va arrêter de dire qu'on est en confinement parce que on s'entend que c'est ça la réalité Ah, pour attends, un, ça fu- s'en vient. pour un futur. Oui, exactement. On va retourner en confinement bientôt. Hey, way to start Ah, partir ça downer, Steph. On vient de perdre c'est tous nos, ça. nos auditeurs. Vraiment, hey, je peux-tu bien profiter de la semaine qui nous reste avant qu'on soit officiellement en reconfinement, là, vivre dans l'illusion un petit peu? Non, toi, on pète l'illusion, on brise le kayfabe de la vie tout de suite. Puis non seulement on va briser le café, mais on va le dire tout de suite avant de commencer. On disait à quel point Stéphane, il peut pas être aussi beau que Mathieu, c'est impossible. Ah, Non, parce arrête. Ah, non, que, non, non. C'est l'illusion du Zoom. Là. Je sors d'un cours que je donnais justement un matin à 8 heures en Zoom. Tu sais, j'ai l'air d'être le gars qui Monte était, tes, tu sais, monte tes qui prend ça pantalons. au sérieux, mais C'est c'est ça. Là, ça. en dessous, j'ai quand même mes pants de pitch. Là, donc, tu sais, c'est une illusion. Là. Je suis sûr que Stéphane, t'as des vrais pantalons. Donc, Tu le serais, inside track sur moi. Là. tu serais je surpris. ne pas là-dessus. Je suis Même pas pas mal de certain. pantalon pantoute. Je suis pas mal certain que je suis le seul en jeans ici matin. Ah, non, je suis en cut-off, je suis en short jeans. Ah, ok, ok. Ça compte. Hey messieurs, il s'est passé bien des choses cette semaine. On va commencer à tout seigneur, tout honneur avec une nouvelle un peu triste. On a appris cette semaine la mort à l'âge de 60 ans, c'est quand même jeune, de Joe Laurinaitis, le Road Warrior Animal. Stéphane, tu sais, c'est un peu loin dans la mémoire collective, mais il faut pas oublier l'impact majeur que les Road Warriors ont eu v'là 30 ans. Écoute, c'est une autre époque. C'était dans le temps où on pouvait encore juste aller dans les bars puis dans les gyms puis se dire Hey, ce gars-là est shapé, on va en faire une vedette de lutte. Ouais. Donc on parle là du milieu des années 80, là, c'est les Crockett qui ont mis l'œil sur ce qui allait devenir la Legion of Doom, mais à la base, c'était juste des bouncers en français, c'est quoi, là, des portiers de C'est parti. bar qui Mhm. s'entraînaient Des l'après-midi. videurs. Ouais, c'est ça, des videurs, ça croisait des gars comme Rick Rude au gym, puis ça se fricotait un petit peu, mais c'était pas on veut devenir lutteur, c'est plus on est en forme, on est gros, on est musclé, puis ils sont attirés un peu comme ça dans le monde de la lutte, et ça a été un succès relativement instantané parce que, notamment Animal, était petit, trapu, mais extrêmement fort, avec un look unique, tout de suite versé dans le côté comment dire, imaginaire avec l'inspiration de Mad Max à l'époque. Les épaulettes avec les Mhm. pics, c'est pas venu tout de suite, mais le maquillage est arrivé très rapidement. Les coupes de cheveux un peu distinctives de Hawk et Animal, c'était volontaire pour leur donner un petit look spécial. Et là, on est dans le milieu des années 80 et à l'époque, on peut pas vraiment trouver une équipe qui attirait autant les foules. La Legion of Doom ou les Road Warriors, comme ils étaient connus, quand ils se promenaient, remplissaient les arénas systématiquement parce que on voulait les voir. Soit quand ils étaient méchants, ils cassaient les méchants les gentils en 12 morceaux, puis les gens capotaient dessus. Ou quand ils étaient gentils, ils cassaient les méchants en 12 morceaux, puis le monde capotait dessus. Puis il n'y avait pas de milieu avec les Road Warriors. C'était une équipe de destruction partout, 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 partout. Puis des grands classiques aussi avec les Horsemen, avec Midnight Ouais. Express, qui ont fait partie de cette grande époque-là de la lutte par équipe justement dans les années 80. Puis, Ouais. Puis, tu sais, c'est triste parce qu'il y a plein de gens qui les auraient connus sans le passage à la WWF à la fin des années 80, quand ils sont devenus la Legion of Doom, parce que c'est nébuleux un peu pourquoi ils ont changé de nom. Là, il y avait peur que les gens soient mêlés en gardant les Road Warriors, parce que l'Ultimate Warrior était déjà là, il était musclé. Tout ça était très, très flou, mais ce passage-là les a mis un petit peu sur la carte à la télévision pour les gens. Mais c'était, à l'époque, les gars ils faisaient moins d'argent parce qu'ils ne pouvaient plus aller au Japon, ils ne pouvaient plus se promener partout. Ils n'allaient plus remplir des salles comme à Chicago ou à Philadelphie où les gens venaient juste les voir eux. Fait que ça a freiné leur carrière d'une façon, mais pour d'autres comme moi, je saurais pas c'est qui de la Legion of Doom si je les avais pas vus dans les WrestleMania, je pense, le genre 3, 4, 5, 6 dans ce coin-là. Moi, j'étais petit, là, j'écoutais pas la NWA dans ce temps-là. La WCW, c'était pas son ah, la New Japan, on n'en parle même pas. Fait que ça me prenait cet exposure-là pour savoir c'était qui Hawk et Animal. Mais leur gros, gros, gros succès, eux, c'était dans l'époque où, quand la lutte débarquait dans ta ville, t'allais voir la lutte. Puis quand la Legion of Doom était dans ta ville, c'était comme wow, je vais avoir tout Mhm. un show. il se passait Et quelque ça a chose. resté, ça a resté les années 90. Ils ont fait une coupe de retour avec la WWF, plus ou moins réussi. Là. Ils ont rajouté des membres, ils ont été gérés par Sony.
Il y a eu une marionnette à un moment donné. Donc, ils ont essayé plein d'affaires qui ne marchaient pas. C'est jamais une bonne idée, les marionnettes. Ouais. Non, ça, c'est, écoute, là, j'y vais 100% de mémoire, mais je pense que c'est un SummerSlam 92 ou 93. Il y a eu un gros Harley avec une marionnette en avant du grill du Harley. Elle avait un nom que je me souviens pas, mais pas une marionnette genre un pantin ventriloque, là. Il y avait un nom, puis il était inclus dans la gimmick, puis c'était Paul Elrig qui traînait la marionnette. Tu sais, ils ont juste essayé de revitaliser la gimmick plein de fois quand tout ce qu'il y avait à faire, c'était de partir la toune, le mettre les épaulettes, ils s'en pif paf, Doomsday Device, ils s'en. Il n'y avait rien d'autre à faire. Puis les gars, ils étaient capables de faire des promos, surtout Animal. Animal avait un charisme vraiment le fun. D'ailleurs, quand Hawk est mort en 2003, Animal a continué d'aller sur la scène indépendante, a eu un petit peu des interactions dans la cinquantaine, vraiment. Mais il donnait le rub à d'autres mondes, qui étaient toujours un petit peu impliqués. Fait que les gars ont comme passé par-dessus l'époque des stéroïdes, même s'ils étaient hautement impliqués. On se doute que le cœur d'Animal a lâché un peu en raison de l'utilisation de stéroïdes des années 80-90, parce que les gars se sont pas cachés qu'ils étaient sa sauce, mais ils ont passé par-dessus cette espèce de mauvaise réputation-là pour être quand même une équipe super populaire. Et, tu sais, il n'y a pas d'équivalent. Frank a parlé du Midnight Express, il y a eu les Rockers, tu sais, il y a des équipes qui ont marqué l'imaginaire. Mais les Road Warriors se sont jamais séparés, même si il y a eu des bouts où ils voulaient s'arracher la tête. Ils n'ont pas eu de Hawk a eu une storyline en solo à la WWE qui était épouvantable sur son alcoolisme et ses menaces de suicide. Mais le succès des Road Warriors était tout le temps un avec l'autre, incluant Animal. Et le fait de le voir mourir là, tu sais, Hawk est mort il y a 15 ans, fait que c'était avant les médias sociaux. Donc, tu sais, il n'y avait pas l'espèce de vague de on se souvient de Hawk, on sort des vidéos, on sort à quel point il est important. Puis là, moi, depuis hier, mon feed, ce n'est que des photos de monde avec Animal, des vidéos du temps où il était à la NWA, puis c'était pas sur leur tune de Water Rush qui rentrait, c'était sur Iron Man de Black Sabbath. Et le monde, là, si tu vois une foule manger dans la main de deux lutteurs, tu regardes une entrée des Road Warriors en 83, quelque part en Géorgie, là, et sur le beat de Iron Man, le monde, le building, il shake quasiment. C'est fou. Ça s'imagine pas aujourd'hui parce que le monde est moins investi. Il y a plus le côté mystique de la chose. Puis, c'est pas le dernier de sa génération, Animal, mais c'est comme un gros morceau qui s'en va. Puis, ça a fait bizarre. C'était pas, tu sais, je veux pas quantifier les morts de lutteurs et dire qu'il y en a des moins importantes que d'autres, mais on dirait que le fait que lui parte, ça nous rapproche un peu du fait que j'arrive à 40 ans. Ben, et là, mes héros de jeunesse vont tous partir bientôt. Là. Moi, c'était ça où je voulais vous envoyer parce que là, on arrive à une époque où ces lutteurs-là avec lesquels on a grandi tombent dans la soixantaine en montant. Tu te dis, logiquement, ils devraient tous avoir encore une vingtaine d'années à vivre, mais non. Le rythme de vie d'un lutteur étant ce qu'il était, puis étant ce qu'on sait, puis tu sais, on pense à Eddie qu'on a perdu jeune, puis tout ça, puis là, il faut se mettre, entre guillemets, faut être prêt mentalement à ce que ça peut arriver à n'importe qui dans la prochaine décennie. C'est vrai que ça faisait, me semble, un petit bout de temps lutteur qui meurt de cause naturelle, mais en bas âge. 60 ans, ça reste comme un âge trop jeune pour mourir de cause naturelle. Puis, tu sais, j'avais fini par oublier que c'était vraiment quelque chose d'assez récurrent dans ce domaine-là. Il me semble qu'il y a une couple d'années, c'était comme un gros sujet de discussion, là, l'éthique de vie, l'hygiène de vie, en fait, des lutteurs qui rattrapent éventuellement. Puis ça, ben, c'est bon pour nous rafraîchir la mémoire par rapport à ça. Donc, non, c'est quand même effectivement très triste. Ça nous rappelle que c'est des gens qui mettent vraiment toute leur vie, toute leur santé en péril juste pour comme divertir un public. Fait que je sais pas à quel point ça les rend comme honorables ou ça les rend un petit peu niaiseux, je sais pas, mais je pense que quand même ils mettent faut quand même reconnaître le sacrifice qu'ils ont fait. Il y a un excellent livre qui traite de ça, là, justement, comment la lutte, ça peut être dur sur la vie, sur la santé d'un lutteur. Ça s'appelle La lutte, écrit par un certain Mathieu Poulain. J'irai voir ça. Que vous devriez absolument lire. Ça vaut le détour. C'est utile.
Stéphane, j'avais une question. Moi, une des choses qui m'était venue en tête quand j'ai vu cette nouvelle-là, puis j'ai vu le vrai nom du gars. Bon, Laurinaitis, c'est pas un nom de Ouais, famille qui est super fréquent. Est-ce qu'il est relié à John Laurinaitis, qui a été en absolument. figure d'autorité? Ouais. C'est son cousin ou son beau-frère, OK. mais c'est quand même assez proche. C'est pas son frère, mais c'est famille proche et c'est aussi, pour les amateurs de la NFL, c'est le père de John Laurinaitis, pas John Laurinaitis, de James Laurinaitis, qui a été linebacker pour les Rams notamment pendant une dizaine d'années. C'est 8-9 OK. ans dans la NFL. Et Mhm. ESPN avait fait des features, justement, l'influence de la lutte sur la vie d'un jeune Laurinaitis avec Animal en maquillage. OK, ouais. Puis le fils avait la shape du père, mais il jouait dans la NFL. Mhm. Donc ça donne une idée du genre d'athlète que c'était. Là, il s'est marié avec une ancienne, une pro de culturiste aussi. Là. Fait que c'est comme une culture de gros Le bras. Là. bodybuilding, là, ouais. Oh, ouais, c'était assez évident. Là. Mhm. En passant, nouvelle éthique là, tu sais, là, avec les visioconférences, faut faire attention à ça. Mathieu, si tu as des questions, je vais te demander d'activer la petite main là, dans ta Ouais, c'est fenêtre. ça. C'est qu'on Alt Y, là, je pense qu'il faut que je fasse. Oui, Il y a des c'est bon. raccourcis clavier pis tout. Ah non, Mathieu, c'est rendu un expert. Il fait des vidéos pour ses étudiants où ça explose. Ouais, c'est vrai, j'ai même mon fond d'écran de ring. Hein, je pourrais me mettre ça pour le reste le reste de l'épisode. Là. Ah, ok. Je mettrais pas Jinder Mahal, là, mais gars, là, ça fait vraiment lutte. Là. C'est Bon, bon. moi, je préfère ton décor chez vous. Hein. Bon, ok. Hey, messieurs, une autre affaire aussi qui s'est passée. En fait, c'est la première fois pratiquement depuis les derniers mois où ça s'est fait au moins ouvertement parce que ça a été du côté de la All Elite Wrestling, la WWE, tout ce qui a touché à la COVID depuis le mois de juin, quand la première fois où il y a des gens qui ont dit qu'ils l'avaient eu, on s'est ramassé une espèce une espèce d'omerta qui a été lancée par rapport à tout ça. On n'en parle pas, puis on sait qu'il y a eu des tapings de NXT qui ont été beaucoup chamboulés à cause de des cas, mais il faut pas que ça se sache. Même Là, au cette moins, semaine dans NXT, semble-t-il que ça a été le cas, mais on n'a aucune idée exactement, mais on qui n'en avait parle été. pas. Au moins, là, du côté dans l'élite, je pense qu'on a fait les choses un peu mieux, c'est-à-dire que on l'a annoncé ouvertement parce que c'est pas la faute à personne, ça arrive. Il y a eu une éclosion à des tapings probablement qui ont eu lieu le 9 septembre. Ça prend pas grand-chose. Ça suffit qu'une personne soit là, le sache pas, soit asymptomatique, puis là, ben, pouf, ça Mhm. se propage. Puis ça a C'est la chose, eu. juste parenthèse, c'est la chose Oui, responsable à faire, surtout dans un exactement. contexte où il y a plein de gens qui sont encore dubitatifs par rapport à la légitimité de cette maladie-là. Tu sais, plus on va réaliser qu'il y a des gens qui sont connus, tu sais, c'est plate, là, sont pas plus importants que le peuple normal, mais tu sais, pour ben des Oui. gens, voir qu'il y a des gens connus qui tombent malades de ça, ben ça va peut-être créer des prises de conscience. Hein. Si t'es connu, t'es plus important qu'un estime non name. Est-ce qu'on est connus, nous? Pas, je sais pas. Oh, toi, t'es connu. Bon, T'es un auteur à succès. ouais, Est-ce que tu peux skipper la ligne à l'épicerie quand tu vas payer? oui, mais parce que j'achète moins de 8 articles. C'est Ah, pour ok, ça. c'est bon. Puis Stéphane, lui, est à TV, il est correct. Fait qu'il y a juste moi qu'on s'en crisse si je le pogne au final. Donc, ça a eu beaucoup de répercussions dans Dynamite d'hier soir, mais on s'en est sorti avec brio, je pense. On a trouvé le moyen d'intégrer d'autres choses qui étaient déjà dans les storylines actuelles, entre autres Eddie Kingston qui se plaignait qu'il n'avait jamais été éliminé de la fameuse Battle Royale. Et là, on lui a donné son title shot, puis ça a donné un excellent match avec Mox. Ouais, moi, c'était un baptême de Eddie Kingston. Je ne le connaissais pas du tout. Et quand je l'ai vu, tu sais, j'étais comme pas particulièrement impressionné physiquement. Cela dit, quand il a commencé à sortir ses chops, là, j'avoue que j'ai fait un pas en arrière. J'étais assis sur mon divan, puis je pense que mon divan a fait comme des pocs dans le mur derrière. Tu sais, même si c'est pas le gars le plus musclé, il maîtrise vraiment bien l'aspect sonore, en tout cas, des chops, parce que ça résonne à des kilomètres à la ronde. Puis j'avoue que le chest de Moxley, à la fin du match, il avait l'air très, très, très endolori. Donc, il a C'est un quand même brawler. bien paru. Je pense que personne pensait que Kingston allait se sauver de ce match-là avec la victoire en devenant le nouveau champion, mais ça lui a donné une occasion de bien paraître. Puis, c'est ça, c'est que je disais, je pense qu'il y a dans le dernier épisode qu'on faisait, tu sais, la AEW, ce que j'aime, c'est qu'ils sont il me semble meilleur que la WWE pour rendre leurs lutteurs over, pour les mettre en valeur du moins. Et ça, c'est encore un autre exemple cette semaine qu'on a eu de cet aspect-là. Ben, honnêtement, Kingston, c'est mon étoile de la semaine. Ouais. Parce que il y avait un beau rôle là, à All Elite depuis qu'il est arrivé, mais c'était, tu sais,
la direction de son clan là, avec les Lucha Bros, c'était pas clair. Il y avait de la tension à l'intérieur, puis il a essayé tout le temps de les ramener, tandis que là, ils ont fait un pivot rapide. Lance Archer est pas là, on a besoin d'un gros heel. Ça va être Eddie Kingston. Et la fin de Dynamite, où Kingston contrôle le ring avec les Lucha Bros ensemble, pas de tension et de gugus du genre, avec Ricky Sparks, Ricky Sparks qui s'occupe de Darby Allin. Tu sais, c'est pas une fusion de clans, là, ils vont pas tous être ensemble, mais c'est important de solidifier tes méchants. Et Kingston, c'est un vétéran, il y a plein de monde qui le connaissait un peu de nom, il s'est promené beaucoup, il approche 40 ans. Ouais, puis là, ça faisait 18 ans qu'il était dans le business, qu'il n'avait pas eu l'occasion d'avoir un gros championnat. Fait que... Non, puis honnêtement, tu sais, on s'entend, là, c'était un brawl, là, c'était rien de spectaculaire, mais Kingston a le charisme. C'est un bon brawl. C'est un bon brawl, puis Moxley, il en a donné beaucoup. Tu sais, il a gagné clean, il n'y a pas eu de doute, mais comme tu as dit, son chest était mauve à la fin. Ça, c'est Moxley qui fait comme, on s'est croisé une couple de fois dans le temps sur les Indies, je vais t'en donner une. Puis là, Kingston lui sort de ça comme, oui, il a perdu, mais là, il va pouvoir jouer la carte du j'ai jamais abandonné. C'est vrai, hein? J'ai dominé à la fin du combat, mes bros étaient là. Les Lucha Bros ont été dominants dans l'attaque. Fait que là, tu peux booker du 3 contre 3, du 2 contre 2. Tu peux installer tout ça et ça pourrait donner un Mox contre un des deux Lucha Bros, tout ça. Ou un Mox en équipe avec son partenaire, que je me souviens plus de son nom parce que c'est un nouveau, contre les deux. Will Hobbs. Ouais, Will Hobbs. Hobbs. Il a fait le Spinebuster, qu'il l'a levé à comme 3 km dans les airs. Il est encore green. Il m'a impressionné quand même. Il est rapide. Fait que si tu lui donnes un beau spot, il va pouvoir apprendre sur le tas avec tout ce monde-là. Fait que, honnêtement, oui, tu perds un lutteur, mais tout de suite, tu t'en reviens de bord, comme Mathieu a dit. Tu as 3 méchants qui sont enlignés pour le champion. Tu as de la TV pour les prochaines semaines facilement. Puis tu scrapes pas tes autres rivalités. Lance Archer, quand il revient, il a encore un contrat ou whatever qu'il a. Mais il y a son title shot qui l'attend. Là. Absolument. Puis tout est logique. Il n'y a rien qui défie la logique qui nous fait décrocher. Chose qu'on retrouve justement de l'autre côté à la WWE. On va s'y rendre ça tranquillement. Puis aussi, dans une situation comme ça où tu as un show qui est chambardé, c'était peut-être pas le plan immédiatement, mais tu en profites puis tu ramènes un gros nom comme Cody. Puis là, tout d'un coup, ton show qui était rendu bear down parce que tu as perdu des performers importants puis des matchs que tu as hypés, ben, au final, on va pas s'en rappeler quand on va regarder ce show-là dans un mois parce que c'est Cody est revenu, puis ça a été Cassidy comme Brody Lee, puis au final, ça a été un show bien rempli, puis ça a été une belle réaction de la part des dirigeants de la All Elite. Moi, j'ai un hot take là-dessus. Ça fait une couple de semaines que je suis assis sur ça, puis j'étais comme un peu entre les deux, puis à chaque fois que je regardais Dynamite, mon opinion a basculé entre les deux, mais là, je pense que depuis le combat d'hier, Brody Lee, là, je comprends assez, puis il n'y a plus rien à donner, ou c'est juste parce que tout le monde l'aime tellement en coulisses qu'ils veulent le mettre dans un bon spot. Il n'y a rien dans ce que Brody Lee fait présentement qui me donne envie de m'investir dans ce qu'il m'offre, parce que le booking est chancelant. Tu sais, il a squashé Cody, qui a été champion TNT pendant un mois, puis après ça, il a de la misère à battre Goldust, puis Orange Cassidy, il donne du fil à retordre. Il n'y a pas un personnage clair. Tantôt, il est fâché, tantôt, il fait des manigances, tantôt, il aide le Dark Order, un autre tantôt, il s'en sert puis il est maltraite. Un autre tantôt, il parodie Vince McMahon. Ouais, je suis d'accord avec toi que ça va un peu... Ça va dans beaucoup de directions en même temps. Puis, tu sais, là, tu remontes à tout ce qu'il faisait comme Luke Harper, puis on dirait qu'on voulait tellement qu'il y ait un push. Ouais. On dirait qu'on cachait ses défauts. Il est pas vraiment bon dans le ring. Il est surtout gros, agile. Il est pas vraiment bon au micro. C'était une situation dont on voulait tellement qu'il soit bon, puis que là, finalement, il y a les opportunités de nous montrer que c'était peut-être ça, tu sais. Il était peut-être au niveau où il devait être. C'est un très bon acteur de soutien ou un bon joueur de troisième trio, mais quand tu le mets sur ton premier powerplay, tu te rends compte qu'il ne crisse pas dedans. Je sais pas. Moi, c'est peut-être parce que bon, c'était un objectif que je m'étais donné depuis un bon moment déjà, mais là, j'ai commencé plus régulièrement à écouter Being the Elite pour essayer de mieux comprendre justement les histoires qui se passent à Dynamite. Puis ça, j'ai trouvé que c'était un contexte dans lequel il brillait. Je trouvais que son personnage
était quand même assez bien défini dans ça. Jamais j'aurais pensé que quand il était Luke Harper, il pourrait réussir à me faire rire. Mais tu sais, c'est quand même quelque chose, un lutteur que j'ai appris à apprécier beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Quand j'ai vu que c'était lui qui allait être le leader du Dark Order, je suis comme, ça me semble un peu overwhelming. Puis au contraire de ce que vous dites, j'ai été impressionné par ce que j'ai vu jusqu'à présent. Je dois avouer par contre que je n'ai pas systématiquement tout suivi depuis le début de son arrivée à AEW. Peut-être effectivement qu'il souffre d'un petit peu de manque de cohésion dans l'ensemble de son booking, mais c'est peut-être parce que j'ai été chanceux, mais systématiquement, à chaque fois que j'ai vu Brody Lee dans son rôle d'Exalted One, je l'ai trouvé très, très convaincant dans un leader de culte qui vient bullier les membres de son culte. Je trouve que l'histoire fonctionne jusqu'à présent, mais je vais être peut-être plus attentif à son personnage à la lumière de ton hot take, Stéphane. Parce que... moi, je vais jumper sur quelque chose que tu as dit parlant de rire. WWE a décidé de se lancer eux aussi dans l'humour. Avec l'angle de Retribution. Okay, ouais. L'humour involontaire. Ils ont fait rire énormément d'eux backstage cette semaine. Là. Puis pas juste backstage pour tout le monde. Là. C'est un... Je trouve pas l'adjectif pour dire à quel point c'est lamentable tout ça. Là. On est survenu en 98. Je comprends pas. On est revenu à 98, 99. C'est du mauvais 98, là. Non seulement ça, mais genre, je pense que c'était une grosse storyline juste avant que je recommence à m'intéresser à la lutte, c'était Nexus. Puis j'ai l'impression que ça semble être à peu près la même affaire que Nexus, mais avec un habillage différent, là, un habillage plus des casseurs de Portland, là, plus que d'être genre des... Mais tu sais, ils ont le discours du genre on était négligés avant, là, on arrive, il faut prendre le contrôle, vous allez nous écouter. Sauf que c'est ça, non seulement leurs noms de personnages sont ridicules, tu sais, T-Bar, c'est l'affaire que tu utilises pour monter les monts de ski quand tu as 3 ans. Là, en quoi c'est un nom de lutteur intimidant? Slapjack. Slapjack, c'est quelque chose. Ça me fait penser à Sloppy Joe. Je pense juste comme une pile de viande hachée dans la sauce tomate. Ça marche vraiment pas. Puis justement, c'est des lutteurs qu'on a déjà connus dans NXT. Puis ça fait partie de leur histoire aussi. On est des vétérans du Performance Center. On n'a jamais eu la chance de briller. Alors que Djokovic, Dijakovic, je me mélange avec un tennisman. Mais tu sais, lui, il a déjà eu justement des matchs de championnat avec Keith Lee, notamment à NXT. Fait que tu sais, c'est un petit peu bizarre. Puis là, mais à la limite, OK, on va accepter ça. Sauf que là, d'arriver cette semaine puis dire on a maintenant un contrat à la WWE, on peut faire ce qu'on veut en toute légitimité, puis on en a contre les lutteurs de la WWE parce que vous vous battez juste pour l'argent. OK, mais vous venez d'accepter un contrat, donc vous êtes payé maintenant pour faire ça. C'était vraiment très, très, très difficile d'embarquer dans cette histoire-là. Puis c'était malheureux parce que Dijakovic puis Dio Madin aussi, je suis sûr que c'est comme des lutteurs qui pourraient briller, mais on a scrappé complètement leur arrivée dans le main roster. Oui, le push. Mercedes Martinez est pognée là-dedans. Là. Elle n'a pas encore de nom, mais ça va sûrement être une horreur. Tu sais, Frank disait, le mauvais booking, fin 90, là, je vais parler au nostalgique de la fin de la WCW. Moi, ce que ça m'a rappelé, cet angle-là, avec le petit masque et le suit, là, c'est l'espèce de groupe, parce qu'il y avait comme 12 clans maintenant à la WCW. Ouais. Ils en ont fait un de militaires qui s'appelait les Misfits in Action, avec Booker T, notamment, qui s'appelait le G.I. Bro. Et t'avais le General Huge Erection, qui était Hugh Morris qui avait changé de nom. T'avais Major Guns qui était la fille qui les accompagnait. T'avais Chavo Guerrero qui était genre lieutenant locaux ou caporal locaux, une affaire de même. Tu dis que le personnage s'appelait Huge Erection? Ouais, Hugh G. Rection. Yes. T'avais la Leroux avec ses... Tu sais, écoute, il était déguisé en militaire, là, ça avait l'air d'un film d'action straight to DVD avec des noms de jokes, de pénis. Hey, on est là, avec Slapjack. Ah ouais. Moi, je fais un lien, ça me fait penser à, en regardant des vieux Raw, des vignettes de Val Venis, où il était comme
à moitié tout nu avec une petite toune qui semblait très pornographique dans le fond. Puis là, tu voyais qu'il avait les mains en dessous de ses culottes. Puis après ça, c'était une slate qui disait, c'est comme Val Venus is coming. Puis c'était comme, Ouais, tu regardes ça Ouais, aujourd'hui, tu fais comme, my God, ouais. c'est une autre époque. Fait que ça va être ça, Dominic Dijakovic, après ses super combats contre Keith Lee à NXT. Mhm. Il devient le meneur de ce groupe obscur. Avec un espèce de, tu sais, personnage qui semble être essentiellement Bane, mais avec des verres de contact rouge, là. Donc, puis tu sais, Ouais. pauvre gars, là, en plus, tu sais, il est capable de faire des promos, mais là, dans son nouveau personnage, il a pas le choix de parler comme ça. Fait qu'il va finir chaque fin de gala avec un mal de gorge, pas d'allure. Donc, non, vraiment, tu sais, en Ouais. même temps, Un pauvres ces lutteurs-là, un parce gros que c'est fail. clairement pas leur idée à eux, c'est clairement Ben pas non, leur premier ben non. choix là, de monter à la WWE en devant incarner ces personnages-là. C'est sûr qu'ils se font donner cette opportunité-là, ils vont pas cracher dessus, ils vont pas dire non. Ils doivent se dire on va Tu sais, essayer, même si c'est ridicule de make it work, là, puis de tourner ça en quelque chose de positif, mais la côte est haute à monter. Là. et c'est toujours le problème avec ces angles-là d'invasion. Parce que ça part toujours super cool. Oh my God, qu'est-ce qui se passe? C'est une invasion. Nanana. Puis moi, je me rappelle que c'est à SummerSlam, je pense, que j'ai écouté moi au travail avec d'autres mondes, avec du monde qui sont pas familiers avec la lutte. Ouais, ouais, ouais. Puis de toute la soirée, ce qui les a fait le plus réagir, c'était les shots de Retribution avec les chainsaws qui détruisaient le ring. Puis tu sais, comme, là, t'es comme, oh my God, c'est l'apocalypse. T'sais. Puis ces angles-là sont pas finissables d'une manière ben pas intéressante, mais d'une manière, c'est quoi le mot que je cherche? Concluante, satisfaisante, exactement. Parce que t'as pas le choix après ça de les ramener dans un contexte lutte, t'as pas le choix de ramener les codes au travers de tout ça. Puis là, ça se prête plus à l'invasion. Puis là, tout d'un coup, ben là, ils ont un contrat. Puis là, ils sont juste, au lieu d'être des anarchistes qui veulent tout détruire, ben là, c'est comme, ah, on est des losers qui sont pas contents des opportunités qu'on n'a pas eues. Tu sais, logiquement, là, dans le kayfabe, qu'est-ce qui convainc l'administration de leur donner des contrats quand ils font dérailler les shows depuis 2-3 mois? Puis aussi, OK, ils ont des contrats. Est-ce que c'est les 4-5 principaux ou c'est comme toute leur espèce de crew, les 45 de Retribution qui arrivent, qui ont tout un contrat? Tu sais, aïe, 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 bien découragé. T'as trop de questions puis il n'y a pas assez de réponses. Exactement. Puis, rapidement, avant qu'on passe à la Clash of Champions, je reviens à All Elite. C'était les débuts dans le règne de Miro. Ce qui est Beast. Ouais. Comme... Sérieusement, Jacké un peu. chômé pendant son 6 mois de confinement, Miro. Ouais. Il y avait un petit peu dans sa dernière petite run à WWE, il y avait eu une absence, il était revenu, puis il avait comme perdu, je dirais, une trentaine de livres. Il était comme plus, il y avait moins, si on veut, de gras, mais il avait l'air plus athlétique, sauf que ça le rendait moins intimidant, là, par exemple, il a compensé ça. Ouais, puis tu sais, je comprends oui et non. Le partenariat avec Kip Sabian, c'est un peu étrange, mais juste de revoir Miro, j'imagine qu'à un moment donné, ils vont peaufiner son angle et tout. Là, ça sera pas le best man pendant 6 mois. Là. Apparemment, on veut s'en servir du best man un peu dans une équivalence de Mr. Perfect, là, dans le sens on va jouer la gimmick de il est le best man dans tout ce qu'il fait. Puis, ça reste à voir. Oui, effectivement, pour moi, Kip Sabian n'est pas c'était juste un tremplin juste pour avoir une storyline dans laquelle l'embarquer, là. Je sais pas dans quelle mesure, justement, le fait qu'il vienne faire ses débuts à AEW, se mettre en relation au fait que sa femme, Lana, s'est faite comme sacrer une volée par Nia Jax 2 jours avant à Raw. Peut-être qu'il y a un petit peu d'amertume dans ce booking-là. Dans combien de temps qu'elle va le rejoindre, là, ce contrat-là? Il va-tu finir un jour? Parce que elle va juste elle avait signé un gros contrat, me semble, l'année passée, plusieurs années, de la grosse argent. Je pense pas qu'elle est malheureuse là. Ben, malheureuse, oui puis non, mais c'est le genre de la WWE de donner un booking très bof pour pas qu'elle soit en vedette. Fait qu'elle va juste être du talent de rehaussement le temps qu'elle En même temps, dans le ring, c'est tout un défi de faire de Lana une vedette. Là. Je pense qu'on a vu l'étendue de ses capacités il y a déjà une couple d'années. Peut-être là, ça travaille fort, elle peut s'améliorer, mais c'est pas...
Elle n'est pas faite pour être une lutteuse avant tout. Elle peut être un très bon valet. Là, si on veut, elle faisait très bien la job, notamment là, quand Rusev était encore vu comme un Russe là, pour une raison obscure. Là. Ouais. Puis qu'elle-même adoptait un accent russe qu'elle a perdu juste du jour au lendemain. Ça, c'était pourquoi elle était faite. Elle s'est adaptée. Elle est naturalisée. C'est ça, elle est naturalisée. C'est ça, elle a pris des cours d'anglais, puis c'est des cours d'accent. Exactement. C'est logique. Je me pose trop de questions, vous l'avez dit, c'est ça. Hey, hein? Sinon, Dynamite, juste avant qu'on lâche Dynamite, Evil Uno, beau spotlight. Oui, hier, c'est vrai, c'est ça que j'ai oublié. Gros combat contre Hangman. Puis ça, c'est rare, j'ai eu le temps de l'écouter au complet puis en direct, fait qu'en même temps, j'ai pu suivre le storyline avec Kenny Omega qui était au commentaire. Yes. Uno a fait tous ses spots habituels. Je pense que c'est ma blonde qui a remarqué qu'il s'est remis un peu en shape aussi, Uno. On dirait qu'il est plus rapide un peu qu'avant, plus là. Puis honnêtement, c'est pas le premier combat qu'Uno peut donner du temps à All Elite, mais là, il est en solo. Il y a eu un bon 10-15 contre Hangman Page, puis il a vraiment bien paru. Donc, c'est bon signe pour nos boys. Non, c'est clair. Puis aussi, moi, je m'attendais pas à ça parce que je ne connaissais pas beaucoup d'avant, mais je sais que quand il y avait sa run là, de Super Smash Bros. Avec... son nom m'échappe. Stu Grayson. Stu Grayson, c'est ça. Dans Chikara, notamment, je pense que l'aspect comédie était très important dans leur gimmick. Quelque chose qu'on avait un petit peu perdu au début de Dark Order, mais là, tranquillement, surtout en raison de Being the Elite, on commence à le laisser, si on veut, s'exprimer de façon comique. Puis je pense que ça ajoute une belle profondeur à son personnage. Puis c'est le genre de choses qui va effectivement le rendre over. Tu sais, je sais qu'au début de AEW, quand Dark Order a été signé, ou du moins Uno puis Stu Grayson, je sais que une des choses qui avait fait réagir les fans pas mal, c'était que les Bucks avaient dit faites-nous confiance, si un an ou deux, Dark Order, ça va être le acte le plus over de AEW. Puis les gens étaient bien dubitatifs par rapport à ça, mais je pense que sont en train tranquillement de se rendre vers ça. Puis je trouve que c'est une faction qui est heel, mais qui est assez nuancée pour qu'on ait envie de prendre pour eux. Donc je trouve que c'est du très beau travail qui est fait. Oui, j'ai entièrement d'accord. C'est Clash of Champions en fin de semaine, messieurs. Une carte en 2 temps. Quelques combats extrêmement intéressants qu'on veut voir. Et une autre moitié de combats que tu vois que c'est juste parce que ça s'appelle Clash of Champions puis il faut que les ceintures soient défendues. Puis que c'est des affrontements moins intéressants. Commençons avec le top. On s'entend. L'affrontement Roman Reigns, Jey Uso, là, le nouveau Roman Reigns, c'est intéressant. On va commencer à s'impliquer beaucoup, je pense, dans cette nouvelle version du personnage. Puis là, cet affrontement-là avec un membre de la famille, ça va être une belle occasion, je pense, d'enfin voir le nouveau méchant Roman. Aussi, semble-t-il, il aurait promis qu'il y aurait pu son habituel plastron pour lequel il a reçu beaucoup de critiques au cours des dernières années. Ça, je vais le voir, je vais le croire quand je vais le voir. C'est ça. Donc, l'habillage autour de Roman Reigns est en train de changer. Sa toune changerait aussi dans les prochaines semaines. Mais moi, jusqu'à présent, ce que je vois de Roman Reigns méchant, je ne peux pas me plaindre. On a passé tellement de temps dans les dernières années à espérer. Comment? Roman Reigns? Roman Reigns. Mais ça, on a passé tellement de temps dans les dernières années à espérer un heel turn. On se disait que c'est ça que ça y prendrait pour rajouter un petit edge à son personnage. Là, on l'a. Ça dure pas encore depuis assez longtemps pour qu'il y ait eu l'occasion de gâcher cette recette-là. Donc, moi, je suis très curieux. Puis bon, avec son cousin aussi, est-ce qu'on va se diriger vers un alignement, une faction de Samoan méchants éventuellement? Qui sait, ça se pourrait bien. Toi, non, ça va être lui seul qui va passer au travers des Samoa juste pour pouvoir se rendre à Stéphane? À The Rock. The Rock. Mais là, pour l'info, c'est pas une prédiction, c'est un spoiler. Oh, c'est un spoiler. Roman Reigns va arriver. Il va faire un cheap shot quelconque à Jey avant ou tout de suite après la cloche et il va le squasher. Là. Jey n'aura pas une seule seconde d'attaque contre Roman Reigns. Ça va être sûr. Il va lui demander un handshake puis Roman va faire non. Il va y avoir un low blow, il va y avoir une corde à linge avant la cloche, name it. Roman Reigns rentre et sort du ring avec la ceinture en max 5 minutes. Entrée, célébration, tout inclus. Le statement, il va être envoyé avec ils ont joué sur l'espèce de regard qui tue à la fin de SmackDown la semaine passée. Le vendredi, ils vont peut-être le rejouer d'une autre façon. Mais la rumeur veut qu'on va booker Roman Reigns
comme Brock Lesnar quand il était un champion, in and out, ça va lui donner un heat de débile, parce que le monde va être fâché de voir ça, un Roman Reigns qui domine. Et là, si la rumeur est vraie que The Rock aimerait ça se mettre en position pour affronter Roman à un moment donné, tu peux faire un 6 mois de Roman Reigns qui pète tout le monde pour avoir une grosse explosion à Mania. Fait que Jey Uso va être un peu le premier agneau sacrifié pour le bien de tous, là, mais ça ne fait que commencer, je pense. Et en plus, si justement il squash à ce point-là un membre de sa famille, ben ça vient encore plus insister sur sa ruthlessness, le fait qu'il n'y a aucune pitié pour personne, même pas pour les gens de son propre sang. Donc non, j'avoue que ton spoiler me semble tout à fait crédible. Écoute, je vois pas d'autre façon de le booker ici. C'est pas une mauvaise manière d'avoir les choses. De l'autre côté, t'as Drew McIntyre qui affronte Randy Orton. On l'a vu, mais en même temps, on a buildé J'ai l'impression que ça commence à s'essouffler un petit peu, cette rivalité-là. Je sais pas si on a l'intention de donner un règne de champion de plus à Randy Orton, même si c'est juste bref, je pense que ça pourrait peut-être être dans les plans, dans la mesure où, même si c'est John Cena puis Ric Flair qui ont encore le record, lui, c'est le seul qui pourrait encore potentiellement se rendre là. Je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant en bout de ligne, là, comme match de vieux vétérans, d'avoir un Randy Orton contre John Cena dans un WrestleMania dans 2-3 ans pour peut-être, pour la domination absolue en termes de nombre de championnats, mais je sais pas. Je trouve que Drew McIntyre fait une bonne job comme champion. Je sais pas où me positionner avec ça. En tout cas, si Randy Orton perd ce match-là, je pense que là, son chat est mort pour la suite des choses. John Cena, il était à la TV. Là. Il va Wipeout, il va jouer à un truc de DC Comics sur HBO, mais je pense que la gimmick du match est installé pour permettre à Drew de perdre sans prendre un pin. Ouais. Randy pourrait faire une intervention de quelqu'un. C'est quoi la gimmick du match? C'est ambulance match. Il faut qu'il le mette dans l'ambulance puis qu'il ferme la porte de l'ambulance. Fait que, tu peux contourner de 8-12 façons. Là, quelqu'un intervient ou Orton se sauve à la dernière seconde puis ferme l'ambulance vite. Fait que tu protèges Drew. Je pense qu'ils ont installé ça justement pour le faire perdre, mais quand même le protéger puis qu'il reste fort. Puis, soit tu le mets en chase tout de suite ou ils ont utilisé avec Keith Lee, ou si tu mets Drew contre quelqu'un d'autre une couple de mois, puis après ça, il reprend le chase. Ça a l'air d'être ça, parce que c'est quand même un beau build qu'ils ont eu avec Randy Orton depuis une couple de mois, le remettre méchant, le punt, Je pense que ce serait un bon timing. Ça donnerait un peu de oomph aussi à Raw, qui est pénible, on va se le dire. C'est 3 longs mois. Absolument. Puis regardez, moi, du côté des femmes, les 2 matchs de championnat de femmes, premièrement, regarde, on s'entend, Bayley, Nikki Cross, on l'a vu souvent dans les derniers mois. Puis en plus, là, Bayley vient de faire le turn contre Sasha. On s'entend qu'elle a des choses comme plus importantes que défendre la ceinture contre Nikki Cross pour la Xème fois en 6 mois. Puis de l'autre côté, t'as hey, Zelina Vega, tiens, tu veux une chance pour le... C'est toi qui vas avoir une chance pour le titre, parfait. T'es dans le kick-off show. C'est ça. Fait que c'est ça. C'est juste, on veut essayer Clash of Champions, la gimmick, c'est les titres sont tous défendus. Puis ça va un peu contre le show parce que là, ça va redevenir, ça va être un long show. Contrairement à SummerSlam où ça fait quelques pay-per-view là, qui sont plus courts puis qu'on l'apprécie. Puis là, parce qu'on veut recommencer, c'est la gimmick du show, mais là, on essaye on va essayer de squeezer tout le monde, puis ça va être un long 4 heures. Ouais, mais il va y avoir quand même des moments de grâce, j'en suis certain, dans cette carte-là, mais aussi des moments pénibles. Un match intéressant, par exemple, le match d'échelle, triple menace entre Hardy, AJ Styles et Sami Zayn. Ça risque d'être très intéressant. C'est ça. Ça devrait être le match de la soirée. C'est quoi, c'est Zayn qui écrivait sur Twitter un peu hors kayfabe que il y a 10 ans, si tu y avais dit ça, c'était son dream match d'affronter Hardy et Styles. Pour le titre, il se pince encore, mais là, il faut qu'il reprenne sa ceinture parce que ça suffit de niaisage. Fait que, tu sais, c'est un angle intéressant. Bon, Jeff Hardy, ça a plus que ça a déjà été, mais il est encore capable d'en donner. Mais Styles, Zayn avec des échelles, c'est ça. Je vais pas me plaindre. C'est ça, tu sais, je veux dire, je suis en train de me dire que
Ben de un, c'est le fun qu'on puisse recommencer à voir Sami Zayn se battre. Il y a eu un match à SmackDown contre AJ Styles, me semble, la semaine dernière. C'est comme son premier vrai match depuis longtemps. Souvenons-nous qu'il y avait eu un match à WrestleMania contre Daniel Bryan, mais c'était pas vraiment un match. C'était juste comme lui qui se sauvait puis qui a comme réussi à avoir l'avantage à cause de Cesaro puis Nakamura, me semble. Mais tu sais, autant j'avais hâte de voir ce match-là à WrestleMania, autant j'ai été déçu du match en tant que tel parce qu'on sait que Sami Zayn est un lutteur d'exception, mais ça fait à peu près un an là, qu'on l'a pas vu briller dans le ring. Là, le match de SmackDown de la semaine dernière m'a comme réconforté, m'a rassuré parce que là, vraiment, on permet à Zayn de faire ce qu'il est capable de faire. Là, c'est sûr que l'angle qui est le sien de revenir, c'est moi le vrai champion, j'ai jamais perdu ma ceinture, c'est un angle qui est un petit peu heel quand même, mais je suis en train de me dire qu'on serait peut-être dû pour revoir Sami Zayn être gentil. Je pense qu'il a fait pas mal le tour là, de sa personnalité méchante, puis c'est en tant que gentil qu'il peut vraiment le mieux briller, selon moi. Donc, j'espère que ça serait le début d'un espèce de turn vers la lumière pour Sami Zayn. C'est peut-être de la pensée magique un petit peu ici, mais je pense que ce serait la meilleure histoire à raconter. Bon, en plus, t'as AJ Styles qui, lui, est méchant. Bon, Jeff Hardy, il est gentil, mais j'avoue que moi, Jeff Hardy, là, quand il s'est fait arrêter pour la 26e fois avec alcool au volant, je ne peux plus jamais le considérer comme un gentil. Maintenant, là, même s'il essaie de nous rentrer dans la gorge en histoire de rédemption, maintenant, c'est la bonne. Maintenant, j'ai appris de mes erreurs. Regarde, tu n'avais rien qu'à apprendre de tes erreurs avant. Donc, moi, je suis capable d'avoir de sympathie pour lui. Alors, je vois Sami Zayn comme le gentil potentiel, ou du moins, je le vois comme le vainqueur de ce match-là, que ce soit en tant que gentil ou en tant que méchant. Je pense que ça serait la meilleure décision de booking. On espère. J'ai une question, Mathieu. Oui. C'est quoi dans la photo du milieu à ta gauche, là, dans ton fond? Là? Ça, du milieu, c'est quoi? C'est des petits pingouins. Ah, OK. C'est beau. Des pingouins. OK, c'est cute. C'est beau. De loin, mon esprit tordu voyait les affaires, puis... c'est pingouins. C'est de la photographie animalière. Je me demandais, c'est beau. Je voulais juste qu'on règle ça tout de suite. C'est mignon. Ça fait une demi-heure, ça me gosse. Fait que, t'as la réponse à ta question. Je sais pas s'il y a d'autres combats qui vous intéressent particulièrement dans la carte. Là. Bon, les combats par équipe, encore là, Riot Squad qui sont toujours là juste pour finir par jobber. Moi, je suis tellement déçu. Ces deux filles que j'aime tellement qu'on a toujours refusé, on dirait, à la WWE de réellement les pusher et faire quelque chose d'intéressant avec elles. J'avoue, je ne comprends pas pourquoi Ruby Riott n'a pas encore été championne de quoi que ce soit. Là, je suis entièrement ça fait peut-être 3-4 ans qu'elle a fait son arrivée à Raw, puis il n'y a rien qui se passe. C'est malheureux parce qu'en termes de talent, en termes même de personnage, de whole package, je trouve que c'est une de celles qui se démarque le plus. Peut-être que ça en reviendra, mais ça ne sera pas en fin de semaine. Non. Vas-y. Tu sais, un des combats, Lashley contre Cruz. Ça risque d'être plate, mais The Hurt Business, c'est le fun. C'est vrai. Je m'en allais là. Je voulais finir avec ça. C'est pas Hurt Locker qu'ils appellent? Hurt Business. Okay. Avec MVP qui les a comme tout réveillés des morts. Ça, on s'entend que ça reste un des points positifs du côté de Raw, je pense, dans le dernier mois. Là. Ils ont construit quelque chose d'intéressant avec ce faction-là, puis ça fonctionne. Puis on a aimé qu'ils soient venus tenir tête à Retribution. Ils ont été pratiquement les premiers à le faire. Ouais. Sauf qu'en même temps, c'est super triste à dire, mais quand tu as un gros angle d'invasion, puis ceux qui viennent stepper up contre toi, c'est des mid-carter comme ça montre aussi. En partant, ça donne le ceiling à Retribution. C'est pas tes gros noms qui viennent t'arrêter, c'est ton mid-cart. C'est ça, c'est le Nexus, c'était John Cena là, qui se dressait contre eux autres. Là. C'était pas peu importe le Freemus, là, c'était comme. Mais tu dis c'est des mid-carders, sauf qu'avec la nouvelle présentation qu'il y a avec Hurt Business, ils n'ont pas l'air des mid-carders. Ils ont l'air vraiment de ce que Raw a de mieux à offrir présentement. J'aimais bien la ligne. Même Bobby Lashley qui n'est pas bon d'habitude au micro. C'est pour ça qu'on l'a mis avec MVP, puis c'était une très bonne idée. Mais il y a eu un moment dans Raw où il a pris le micro en disant genre « We're gonna kick your ass and look good doing it ». J'ai trouvé que Bobby Lashley, peut-être que c'est la confiance qui vient avec l'entourage autour de lui, mais
il a l'air vraiment à l'aise, puis j'ai l'impression que en tout cas, c'est clairement la meilleure version de Bobby Lashley qu'on a depuis son arrivée. Peut-être après son association avec Lana, où ça, on atteignait des hauts sommets en termes de lutte télévisuelle. De qualité, oui. Mais sinon, à part son mariage avec Lana, c'est vraiment ce que Bobby Lashley a de mieux à offrir. Puis même Cedric Alexander, qui allait nulle part, lui aussi, on lui insouffle une nouvelle vie. Shelton Benjamin, même tu sais, moi, je ne m'attendais plus à voir MVP se battre. Il le fait de temps en temps, puis tu sais, il est comme une coche en arrière des autres parce qu'il est vieillissant, mais quand même, il tire son épingle du jeu. Fait que j'aime aussi le fait que c'est un peu tweener, ils restent méchants, mais c'est eux qui viennent sauver l'honneur de Raw en quelque sorte en affrontant Retribution. Donc, ça me rend curieux de voir où ils vont s'en aller. Qu'ils soient gentils ou méchants, on dirait que j'accepterais les deux versions de Hurt Business. Donc, bravo. C'est pas compliqué. Ils ont fait le seul angle qui a marché dans la carrière de Bobby Lashley, c'est quand il était avec MVP à TNA, le champion qui détruisait tout le monde. Ça, c'était awesome. Ça a été sa meilleure run. Ça. On n'arrêtait pas de le dire, faites ça. Mais ils l'ont fait. Ils ont cherché MVP, ils l'ont plugué avec Lashley, puis là, Lashley a l'air d'un gros beef qui tue tout le monde parce que, hey, on veut pas savoir avec qui couche, puis c'est quoi ses aventures à l'hôtel. Le gars a l'air d'un arbre qui marche, là. Veux-tu bien le laisser? Il devrait juste tout détruire, puis... Mais oui. Fait que, enfin, ils ont compris. Ça a pris 3 ans depuis qu'il y a quelque chose de genre. Mieux vaut tard que jamais. Stéphane, le G1 aussi a commencé du côté du Japon, à New Japan. On a déjà 4 soirées de fête du G1. C'est le G1 30 version. Pas beaucoup d'étrangers parce que tout le monde est pogné au Japon, donc il y a moins de voyages. Et c'est quasiment pour le mieux parce qu'on a recentré tout ça sur... C'est pas compliqué. Le top 20 de la New Japan est dans le G1 cette année. On a commencé ça. Premier soir, Ibushi contre Okada. Vraiment un des matchs de l'année. On s'entend que là, on a eu un 6 mois avec pas beaucoup de lutte. Et là, on lance le 30e G1 avec un classique où Ibushi a comme tout pété, a tout donné. Et le lendemain, si vous avez moins suivi les histoires de New Japan, Tetsuya Naito avait perdu son championnat intercontinental et mondial contre Evil quand Evil a rejoint le Bullet Club. Il a turné contre LIJ pour aller rejoindre le Bullet Club. Mais Naito a regagné les 2 ceintures. Ils ont fait un show extérieur cet été pour finir l'été dans un stade de baseball. Et Naito a eu sa vengeance contre Evil, est redevenu champion. Et là, il rentrait dans le G1 en tant que double champ. Ça là, je t'arrête 2 secondes, ça sonne comme on regrette la décision d'avoir enlevé les belts à Naito, là. C'est qu'on voulait tourner Evil pour on cherchait une façon de le faire avec un impact, mais Evil n'est pas un champion. Il pourrait être le champion intercontinental, mais c'est pas un champion IWGP. Fait que là, on leur donne ça à Naito comme super babyface, et il mène le bloc B. Il part ça contre Tanahashi, un gros classique. Puis le deuxième soir, contre Zack Sabre Jr., j'ai pas eu le temps de le regarder, mais ça a l'air que c'était fou raide. Ils ont fait quasiment une demi-heure. Donc, Naito est en feu. Donc, la storyline du G1, c'est qui va aller freiner Naito. Il y a Vas-y, excuse. Ben c'est ça, Evil est dans le même bloc, Kenta est dans le même bloc, donc il va affronter du Bullet Club, il va sûrement avoir... Le Bullet Club est de plus en plus méchant, là. Il n'y a plus de in-between comme dans le temps des Young Bucks, là. On intervient, ils ont le Big Boss de leur bord à cette heure depuis que Kenta et Evil ont viré. Le Bullet Club est fort au Japon, puis écoute, je sais pas encore où ils s'enlignent pour Wrestle Kingdom en janvier, mais ils ont l'air de vouloir positionner le Bullet Club comme l'affaire à battre. Donc, ça pourrait être quasiment le Bullet Club versus The World pour le prochain 6 mois. Effectivement, ça, c'est à suivre. Puis moi, j'aime aussi la sous-storyline par rapport à Okada qui, depuis la relance, avait l'air d'un gars pas motivé, pas très intéressé en tout ça. Puis là, on continue à jouer là-dedans. Tu sais, il gagne ses matchs, mais en disant après ça dans les press conferences comme pas une grande performance. Tu sais, j'ai l'impression qu'on joue là-dessus peut-être pour créer la renaissance d'Okada, là, qui va peut-être éventuellement retrouver sa motivation puis son désir de gagner puis d'être au top là après un certain marasme là duquel il semble avoir de la misère à se sortir. Fait que jeter un coup d'œil là-dessus, G1, c'est toujours le fun. Oui, Steph? Puis sinon, c'est la beauté d'Okada, c'est que tu peux le couler un peu pour le remonter. Surveillez le nouveau look de Juice Robinson, c'est spécial. Je l'ai pas vu. Ah oui. Écoute, si vous vous souvenez encore du Juice flamboyant avec des dreads, ça fait longtemps qu'il a coupé ses cheveux, mais là, ça se décrit mal, là, mais il est comme un homme d'affaires vintage. C'est juste étrange. Okay. C'est vraiment, vraiment louche.
Sinon, Jeff Cobb est à peu près le seul étranger qui a fait le voyage parce que Osprey est résident du Japon maintenant, donc lui, il n'a pas eu à faire le voyage. Jay White aussi doit résider là-bas, j'imagine. Oui. Jay White réside là-bas aussi. Fait que c'est les réguliers de New Japan. Il y a juste Jeff Cobb, je pense, qui est un des étrangers, probablement, parce qu'il s'était pas barré les pieds nulle part pendant la pandémie. Fait qu'honnêtement, c'est la meilleure lutte au monde présentement. T'sais, oui, ROH a relancé son Pure Tournament, mais là, eux autres aussi ont eu de la difficulté avec la COVID. Bandido, ça a l'air, a été retiré des combats. Il y a eu de la proximité avec d'autres lutteurs. Là, ça pourrait être litigieux parce que les autres ils étaient en circuit fermé, ils faisaient des enregistrements à télé avec pas beaucoup de gens. Donc si tu as un cas déclaré, ça pourrait peut-être faire boule de neige de leur côté. Donc on fait attention du côté d'ROH. Donc New Japan, le seul défaut, c'est que là, les galas en anglais sont pas toujours la même journée. Si vous voulez, chez le G1. Donc pratiquez votre japonais. Une bonne occasion de le faire. Ouais, parce que les combats sont fous raides, mais avec des commentaires en japonais, on suit un petit peu moins bien les histoires. Ben, mais... Moi, c'est comme ça que j'avais commencé à m'intéresser à New Japan, puis j'haïssais pas ça, parce que sans comprendre les commentaires, il y avait une émotion différente dans le ton des commentaires japonais, puis moi, j'aimais ça. C'est sûr que quand, après ça, il y a eu des commentaires en anglais, j'étais comme, bon, enfin, je peux comprendre réellement tout ce qui se passe, tu sais, mais c'est quand même... c'est quand même le fun une fois de temps en temps. Ça permet d'aller à la base de la... Excuse-moi. Ça permet d'aller à la base de la lutte aussi, parce que moi, une des premières choses qui m'a accroché avec la lutte, c'était la fascination comment les lutteurs et les lutteuses étaient capables de raconter des histoires sans le langage. Ouais. Forcément, là, quand on le regarde en anglais, on peut pas faire abstraction des commentateurs ou des promos, mais là, si ça se passe à 100% en japonais, qu'on est capable de comprendre quand même, ça prouve qu'il y a quelque chose de magique qui se passe en quelque part. Mathieu, minute culturelle. Minute culturelle. Écoutez, j'avais parlé il y a de cela 2 semaines de mon projet de Mercredi Côté 1, le dernier film que j'ai écouté par rapport à ça. En plus, disponible sur Netflix, alors vous êtes nombreux à pouvoir l'écouter. Un film de François Truffaut, Jules et Jim. Donc, grand classique, triangle amoureux. Surtout là, si vous êtes, comme la plupart, je pense, des fans du petit paquet, genre une jeune fille de cégep, là, vous êtes précisément dans le public cible de Jules et Jim. Et même si vous êtes pas une jeune fille de cégep, vous pourriez tirer votre épingle. Ça, c'est pas le film que plein de monde avait des posters puis ils l'avaient jamais vu, là. Ouais, exactement. Donc, un Français puis un Allemand qui tourne autour d'une fille. Puis, c'est comme l'amour compliqué puis passionnel. Mais c'est François Truffaut avec encore, pas dans son... en vieillissant, il était un petit peu moins audacieux dans sa mise en scène. Tu as encore l'énergie de la nouvelle vague qui caractérise le film. Vraiment, ça dure quoi? 1h30, facile à écouter. Wow, donc, Jules et Jim, je vous conseille ça, disponible sur Netflix. D'ailleurs, parlant de Jules et Jim, si vous avez votre Netflix, ils sont plus durs à trouver, surtout si votre Netflix est en anglais. Mais c'est le distributeur MK1 en France qui a ces films-là, qui a déversé, je pense, une 40aine de films d'auteurs. Donc, du Truffaut et tout ça. Donc, si vous faites la recherche MK1, vous allez avoir une liste de films, là, justement, Nouvelle Vague, 70-80. Il y a du Chaplin là-dedans aussi. Tout son catalogue avec MK1, notamment le Great Dictator, qui est un bijou à aller revoir, ou Monsieur Verdoux, qui est un de mes préférés de Chaplin. Donc, ils sont comme cachés l'algorithme de Netflix, mais si vous le basculez en français et que vous faites une recherche MK1, vous allez avoir vraiment une belle liste de films si vous cherchez des côtés 1. Justement, les Chaplin sont pour la plupart côté 1, Truffaut aussi, il y en a pas mal. Mais bonne idée, je ne savais pas qu'on pouvait chercher par distributeur. Merci pour le tuyau. Merci beaucoup, messieurs. En terminant, la semaine passée, il y a 2 semaines, j'avais plugué quelques podcasts. Puis j'ai fait un gros oubli. J'ai oublié de plugger Louis Allo de mon ami Louis Michel, qui est un podcast super intéressant que vous devriez écouter. Un des derniers épisodes où il s'en vient, là, une grosse discussion avec Jean-François Kelly. Toujours intéressant. Jean-François a toujours beaucoup de choses à raconter. Fait que Cossette est sur le show aussi. Je pense qu'effectivement, co-animé par Cossette. Fait qu'on le cauchemar de Stéphane. Puis, fait qu'écoutez ça, Louis Allo. Puis, il y a des bonnes chances que cet horaire-là continue, c'est-à-dire aux 2 semaines. Ça risque d'être ça pour le futur rapproché pour plein de raisons. On va travailler sur le micro de Stéphane aussi. Le micro de Stéphane, Machon. On va travailler pour essayer d'améliorer tout ça tranquillement, là.
étant donné qu'il faut qu'on accepte que ça va être ça la nouvelle réalité, chacun chez On nous pour un petit bout. pour s'acheter du gear. Là, le truc, ben, ça, on va investir, on va se faire des beaux setups, là. Puis là, après ça, ben là, on va pouvoir revenir en studio, puis ça servira plus. C'est ça. On l'utilisera pour Écoute, d'autres choses. On sortira un podcast de philatélie ou. Mais moi, j'ai hâte de revenir en studio avec vous autres, les gars. Ah, mais vous C'est sentez vrai. bon en plus. Oh, oui, ben, J'allais Mathieu. dire la même affaire. On a toute une hygiène. Ça a l'air de rien, mais on a toute une hygiène irréprochable. On n'a pas l'air de ça, mais on est propre. C'est l'expérience. Hey, merci d'avoir été là cette semaine encore, puis on se revoit bientôt, tout le monde. Ciao. Ciao! À la prochaine!